Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Camille, tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Trop content d'être à Lyon pour échanger avec toi. Donc on se connaît de relation en relation. Tu es psychologue et préparatrice mentale. Exactement. Ici à Lyon, tu es beaucoup impliquée dans le sport, tu vas nous en parler. Et je te disais justement en off les résultats du foot la vendredi Strasbourg-Lyon. Ça fait mal. Et on a gagné, donc je tenais à le dire. C'est pas cool. Est-ce que, écoute, on va se lancer tout de suite. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui. Alors, du coup, moi, je m'appelle Camille Baggio Crouzet. Donc, je suis psychologue clinicienne et spécialisée. J'ai 2 spécialités, dans les enfants et les adolescents et dans le sport. Là, maintenant, ça va faire presque 3 ans. Je me suis tout de suite installée en cabinet libéral pour la partie vraiment clinique. Je suis dans 2 cabinets à Lyon. Un, du coup, vraiment orienté enfant-ado, mais je reçois aussi quelques adultes. Là, c'est de la psychologie clinique avec un peu tout thème confondu. Et dans le sport, là, c'est plus un autre cabinet qui est sur Gerland. Et je suis aussi la psychologue de plusieurs pôles espoirs. Donc là, c'est plutôt les jeunes. Je suis dans le foot féminin et masculin, dans le futsal, dans le hand féminin et volley féminin et masculin, et aussi au pôle France de course d'orientation. Okay. Où là, c'est plus c'est des étudiants. Okay. Alors que les autres pôles, c'est des sports qu'on commence plus tôt. Donc, c'est collège pour le foot et plutôt lycée pour les autres sports. Ok, excellent. Juste, de ce que j'ai vu, tu avais un parcours un peu atypique. Oui. Tu avais fait autre chose avant de rejoindre la psychologie et la préparation mentale. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours post-bac, ce que tu as fait et pourquoi tu t'es reconvertie ? Alors ouais, c'est vrai que avant de faire psycho, moi j'étais pharmacienne. J'ai fait du coup toutes mes études de pharmacie et en fait j'ai essayé un peu toutes les filières et ça me plaisait pas. Enfin, je trouvais pas, c'est un métier, c'est un très beau métier, mais j'avais pas ce contact avec les gens que je recherchais vraiment. Et du coup, il me restait plus que 2 ans d'études quand j'ai voulu changer. Donc voilà, il y a eu cette hésitation entre je termine pas, et j'ai quand même terminé, ce qui m'a beaucoup servi, parce que du coup, pendant mes études de psycho, parce que du coup, j'ai enchaîné direct avec la psycho, okay. Mais je bossais en pharmacie d'officine, c'est les pharmacies de ville. Oui. Donc c'était mon petit boulot étudiant, donc c'était pas mal. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ton boulot étudiant, c'était pharmacienne en fait. Ouais, c'est ça. C'était en plus, j'ai fait mes études, il y a eu un moment où c'était le Covid, et il y a un énorme manque de pharmaciens. Donc là, surtout pendant cette période où on a eu plein de nouvelles missions en pharmacie, du coup, moi, je passais par des boîtes d'intérim et j'avais des missions que j'organisais autour de mes cours, mes stages, etc. Excellent. Donc voilà, j'ai pu quand même pas mal bosser en pharmacie. Puis voilà, j'y bossais l'été aussi, des choses comme ça. Okay. Et en même temps, en parallèle, j'étais en psycho. Mais je suis bien contente d'avoir ça parce que ça me donne vraiment cette base très scientifique. Mm-hmm. Des fois, la psychologie, ça peut un peu... il y a un côté plus littéraire, philosophique que j'aime Science beaucoup sociale. aussi. Mm-hmm. Exactement. Mm-hmm. Mais j'aime bien avoir ce côté aussi plus cartésien. Ouais. Même pour lire les études et tout ça, ça peut être exactement. très pratique, je pense. Pour la partie recherche. Parce que j'avais déjà essayé je lis des articles de temps en temps, mais c'est compliqué quand tu n'as pas le vocabulaire ou l'articulation derrière. Ouais, je suis bien d'accord. Et pourquoi la psycho alors ? Parce que tu es en pharma, là tu te commences à te poser des questions en te disant j'ai envie de changer. Et comment tu t'es tournée vers la psycho ? Je voulais vraiment, du coup, moi, ce qui me manquait, c'était le rapport avec les gens.
J'ai hésité entre plusieurs choses, mais la psycho, ça m'intéressait aussi, depuis longtemps. Enfin, j'aimais beaucoup, voilà, comprendre un peu la partie, enfin, le fonctionnement du cerveau, le mental, tout ce côté-là, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont curieux de ça. La preuve, avec l'explosion du développement personnel, Carrément. enfin, c'est quand même un truc hyper intéressant et du coup, je me suis dit que je me lançais là-dedans enfin, j'étais assez sûre de moi, en fait. Je sentais qu'il y aurait vraiment, ce contact-là avec les gens. Après, je savais pas exactement à ce moment-là que j'allais me lancer dans le sport, enfin, dans toutes les spécialités que j'ai choisies même. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment pour ce rapport-là avec les patients, ce côté aide et ouais, à la fois la compréhension. Vraiment, les études m'ont passionnée et le rapport avec les patients. Et c'est aussi un métier qui a beaucoup de sens, quoi. T'apportes quelque chose tout de suite. Mhm. C'est hyper gratifiant. C'est pas pour ça que je l'ai fait, mais c'est quand même, oui, c'est quand même des grosses questions actuelles. Le sens qu'on trouve à son travail, en psychologie, moi, c'est vrai que je le vois tous les jours, quoi. Ouais, complètement. Pour le coup, tu dois accompagner et aider des personnes sur beaucoup de sujets. Sur la partie psycho, tu t'es formé comment? Tu es reparti à l'université ou tu as fait une école spécifique? J'ai fait une école qui s'appelle l'école des psychologues praticiens. Il y en a 2, une à Paris, une à Lyon. Moi, j'ai fait celle de Lyon. J'ai fait ça parce que j'avais déjà fait 7 ans d'études, du coup. Donc là, je voulais quelque chose. Enfin, en fait, l'école, ils proposent beaucoup de stages. Et moi, ça m'allait bien. Parce que j'avais un peu moins envie de théorie, même s'il y a aussi eu beaucoup de théorie et que Bien sûr. c'était au final très intéressant. Mais j'étais contente qu'il y ait autant de stages dès la 3e année, je crois que j'ai. Ouais, C'est ça. très pragmatique alors. Ouais. Ok. Et sur la partie prépa mentale, c'était en même temps que l'école ou tu t'es formé en plus derrière? Et en fait, là, pour le sport, déjà, en fait, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Ok. Au début, en allant en psycho. Moi, j'ai toujours adoré le sport, mais je suis une sportive de petit niveau, quoi. Et en fait, c'est une de mes profs qui, en première année, était psycho du sport. Elle s'appelle Émilie Thiénot. D'accord. Et elle est passionnée par son métier. Enfin, elle ne faisait pas du tout un cours de psycho du sport, mais vraiment, j'aimais trop comme elle parlait de ça et ça m'a donné hyper envie. Donc, je suis allée la voir en fin de cours. Elle m'en avait beaucoup parlé. Et après, quand on a dû commencer à choisir nos stages en 3e année, je me suis dit, faut absolument que je teste ça, moi. Et en fait, j'ai fait tous mes stages là-dedans. Ok. Et après, j'ai bossé là-dedans parce que j'ai adoré. Après, j'ai fait mes stages d'abord dans un service de médecine du sport à l'hôpital. Ok. Et ensuite, j'ai fait mes autres stages avec une autre psychologue qui s'appelle Émilie Chamagne et qui, elle, m'a fait découvrir le côté Pôle Espoir. On a été à l'Olympique Lyonnais, on a fait un travail avec les parents des sportifs, etc. Et donc là, ça a vraiment tout de suite confirmé que c'était ça que je voulais faire. Génial. Donc, on peut revenir sur tes activités. Tu parlais de l'Olympique Lyonnais. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ton panel d'intervention, que ce soit dans les pôles espoirs ou les centres, notamment? Et donc dans les pôles, en fait, ça dépend de plusieurs choses. Déjà, la psycho du sport, c'est quand même assez récent. On n'en parle pas beaucoup. Donc moi, même au tout début, mon premier stage que j'ai fait là-dedans, c'était très... on fait les rendez-vous de début d'année pour rencontrer les athlètes et les bilans de fin d'année qui sont obligatoires. D'accord. Et en fait, petit à petit, la psycho, là, dans le sport, tout le côté prépa mental aussi, se développe beaucoup. Donc maintenant, j'interviens... après, ça dépend des pôles. Il y en a qui se sentent plus ou moins concernés par ça. Je peux intervenir de façon très régulière, comme au futsal, par exemple, ou en course d'orientation. Là, il y a un vrai suivi. Et après, il y a des pôles où j'y vais de façon plus épisodique. Soit ils font appel à moi dès qu'il y a un souci, perso, même une grosse blessure, des choses comme ça. Et sinon, je fais aussi des interventions de groupe où là, on choisit un thème de prépa mentale. Alors, les plus fréquents, c'est confiance en soi, gestion du stress, des choses comme ça. Et là, ça, c'est des interventions que j'en fais plusieurs dans l'année. Globalement, dans tous les pôles, je fais à peu près quelques interventions de groupe quand même sur l'année. Et on garde une partie pour les entretiens individuels. Ok. Comment c'est reçu, enfin plutôt comment c'est perçu la prépa mentale et la psychologie par les athlètes eux-mêmes? Tu disais que tu suivais des jeunes, tu vois, à 14 ans, je sais pas l'âge qu'ils ont, tu vois, mais entre 10 et 18 ans, c'est pas forcément des thématiques avec lesquelles tu es à l'aise.
Comment ils le perçoivent, tu vois, cet accompagnement? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Est-ce que, tu vois, ils ont des freins? Comment ça se passe? Bah, les freins que je vois, moi, c'est plus, les freins, on va dire, adolescents parce qu'ils ont, des emplois du temps déjà hyper chargés et finalement, moi, j'arrive dans un moment où ils sont censés avoir un peu de temps libre ou autre chose et là, on leur dit: «Bah non, vous avez prépa mentale». Donc au début, voilà, je sens qu'ils sont pas hyper concentrés. Mais à chaque fois quand même, parce qu'aussi il y a un côté, ces adolescents, sportifs de haut niveau, ils sont enfin pas la même maturité. Moi, si je me compare à leur âge, enfin c'est pas la même chose. Mmh. Ils ont une vie tellement, cadrée avec, des objectifs à super long terme alors que enfin, moi 14 ans, je savais pas ce que je voulais faire, Ouais, quoi. ouais, moi non plus, ouais. Eux, ils se projettent, enfin donc c'est pas les mêmes ados, hein, quand même. Ça, il faut en avoir conscience donc Il y a quand même un peu cette approche élite qui fait qu'ils sont un peu plus matures, tu veux dire? complètement. Ouais, OK. Complètement et puis ils ont des problématiques, ils font attention à ce qu'ils mangent, à combien d'heures ils dorment, des choses comme ça. Enfin, des choses où quand tu es ado, normalement, Ouais, c'est clair, c'est vraiment tu pas ta t'en priorité. fiches un peu, quoi, ouais. Ouais, Donc c'est sûr. OK. non, globalement, je sens qu'ils ont quand même un petit attrait pour ça. Parce que en plus, bah, voilà, les thèmes que je choisis à chaque fois pour, leur présenter la prépa mentale, c'est quand même des choses, qui concernent, bah, déjà, tous les humains et encore plus les sportifs. Le côté, bah, voilà, tu parles de gestion du stress, Mmh. quand même, ils vont écouter d'une oreille, au moins, parce que, bah, il y a toujours des petits trucs à prendre, quoi. Ouais, bah, ils traversent forcément ces moments-là avant une compétition, et puis si ça peut un peu les aider, ils vont s'y intéresser, quoi. Bah, ouais, c'est ça. OK, et dans les autres activités, tu parlais de Pôle Espoir, tu as de quel sport, actuellement? Pôle espoir, j'ai, foot féminin et Ouais, masculin, volley, masculin et féminin, hand féminin et futsal et courses d'orientation. OK. Sur course d'orientation, ça, c'est intéressant, on peut Oui. creuser là-dessus parce qu'on en entend peu parler, bon, le foot, c'est beaucoup plus courant, mais sur la course d'orientation, comment tu les aides? D'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait une équipe de France, de course Et si, bah, d'orientation. moi aussi, j'ai découvert avec eux. OK. Et d'ailleurs, c'était en hésitation à un moment pour que ce soit un sport, aux Jeux olympiques. OK. Mais je sais plus où ça en est, ça. Mais en tout cas, ouais, les athlètes de course d'orientation, bah, eux, ils sont plus vieux. C'est globalement des étudiants, ils sont, bah, sur le pôle de Lyon, ils sont beaucoup à l'INSA, c'est une école, Ouais, d'ingénieurs d'ingénieur, ouais. et qui, associe beaucoup le sport-études. Enfin, pour eux, c'est très important, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font ça, parce qu'en plus, c'est une école assez généraliste. OK. Et en fait, comme ils sont du coup, bah, plus vieux, donc plus matures, c'est eux qui me contactent. Je vais me présenter en début d'année à chaque fois où, bah, voilà, je suis, la psychologue du pôle. Si vous avez des besoins, d'ailleurs, c'est prépa mentale et aussi, psychothérapie. Enfin, de toute façon, d'ailleurs, dès OK. qu'on aborde la prépa mentale, on creuse souvent un peu aussi, plus loin et c'est eux qui prennent contact avec moi et là, je fais que de l'individuel en course d'orientation OK. et après, bah, voilà, c'est eux qui se gèrent, pour venir me voir. OK, et donc course d'orientation, donc c'est vraiment de la course? Enfin, je veux dire, c'est, OK. Parce qu'on faisait ça aussi au collège, je me souviens, Ouais, mais pour moi aussi, c'était un sport, d'école, la course ouais, c'est ça? d'orientation. OK. Mais non, c'est Donc c'est des athlètes, ouais, OK, ouais, et là, pour le coup, tu les accompagnes sur les mêmes thématiques, en fait, que sur les autres, sports, quoi? Ça va oui. être stress, visualisation, Mmh. et cetera? Par contre, la différence, c'est que c'est un sport individuel, alors que dans les pôles, je fais beaucoup Ouais, de sports d'équipe. Donc OK. c'est pas exactement le même type d'accompagnement, mais globalement, enfin, les problématiques qui ressortent, enfin voilà, ça peut souvent être un peu les mêmes aussi. Tiens, toi qui accompagnes, tu l'as souligné justement, des équipes hommes-femmes, que ce soit en foot, en handball, et cetera. Est-ce que tu vois une différence entre les hommes et les femmes sur la partie, psycho? Ouais, je peux en voir, un peu. Alors Je lié à trouve l'éducation, tu vois? Puisque forcément, ça dépend oui. peut-être des générations, mais Il y a ça, mais il y a quand même des différences entre filles et garçons, ça c'est sûr. Je dirais beaucoup sur le côté confiance, avec un côté plus perfectionniste chez les filles souvent. OK, intéressant. C'est ouais, ça je trouve que ça ressort plus. Après, je pense que bon, ça c'est un autre débat, mais quand même que ça dépend aussi du sport en lui-même. Par exemple, bah, rien que dans le foot, la projection entre le foot féminin et le foot masculin, avec bah, le foot masculin, l'ampleur que ça a, le fait qu'on puisse en gagner sa vie vraiment, parce que la Mmh, majorité des sports, quand même, on n'en gagne pas sa vie, enfin en tout cas pas longtemps, quoi. complètement. Donc je trouve qu'il y a aussi des vrais enjeux autour de ça. OK. Une pression Dans qui est différente, tu veux dire? ouais, familial, Mmh. c'est pas les mêmes enjeux, quand même.
C'est vrai que dans le foot, en plus, j'avais vu ça, récemment là sur internet des phénomènes, tu sais, avec notamment, Mbappé dans le Mmh. foot où des parents vont mettre une pression monstre Ah bah, oui. sur leurs enfants parce qu'en fait, c'est leur moyen de sortir de certaines, situations. Donc toi, ton rôle, il y a aussi une grande partie d'accompagnement des parents au final, là-dedans, Ouais, quoi? ça, c'est pas encore assez développé, moi, je Mmh. trouve, mais on avait essayé de le mettre en place. Du coup, bah, ça, c'était quand j'étais encore stagiaire à l'Olympique Lyonnais avec un accompagnement des parents. Et je pense que voilà, plus le sport peut avoir un impact sur un gros changement de vie, quoi, plus ça va avoir un impact au niveau familial. Avec en plus le foot, bah voilà, il y a ce côté hyper populaire, c'est un Mmh. sport très accessible. C'est quand même pas le cas de tous les sports, donc tout ça entre en compte. Ouais, ouais, complètement. Et alors c'est intéressant ce que tu as dit sur, le fait que dans le sport, il y a peu de personnes qui gagnent vraiment, leur vie, mais tu le vois au JO, en fait, un 3/4 des personnes, Ah bah oui, tu vois, gagnent pas leur vie. non, c'est sûr. Toi, dans toutes les personnes que tu as accompagnées, surtout les jeunes, est-ce que tu les prépares aussi à la suite ou, en tout cas, tu essaies de leur ouvrir, un peu leur chakra, tu vois, pour leur dire qu'il n'y a pas que le sport, quoi? Ouais, ça, c'est un de mes plus gros, cheval de bataille. C'est même sur ça que j'ai fait, mon mémoire, de fin d'études parce que, on se prépare pas tellement à ça et surtout que mine de rien, c'est très fermé. Leur Mmh. vie, elle est tellement, voilà, avec des objectifs à très long terme et il y a pas ce temps en plus pour s'ennuyer qu'on a normalement, quand on est ado et cetera. Donc des fois, moi, j'insiste vraiment beaucoup sur le fait de développer, d'autres centres d'intérêt, que le sport. Mmh. Et parce que sinon, si tout s'arrête, c'est compliqué et C'est tout peut s'arrêter très vite en plus. c'est sûr, ouais, des blessures très graves ou Mmh. ce genre de choses, mais c'est marrant, tu as pas eu du temps d'ennui? Mmh. Ça me fait penser au smartphone. Ah il y a en plus cette problématique-là maintenant, Ces temps donc on d'ennui, c'est vrai qu'il est s'ennuie. important, dans la créativité. On s'ennuie plus, mais tu sais, moi, le premier, hein, parfois, je me vois dans la rue en train de marcher avec mon téléphone, Ah bah ouais, tu vois, alors qu'avant moi je le aussi faisais malheureusement. ouais, on le faisait pas avant, tu vois? Quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que tu essayes, parce que il y a une forme d'addiction derrière. Est-ce que tu arrives à ou tu essayes de faire travailler les jeunes là-dessus? Ou enfin les jeunes ou les moins jeunes, mais Les jeunes encore plus, OK. même si, moi je me vois bien aussi et pourtant, je pense qu'on est, la dernière génération qui a eu une enfance Ouais, sans téléphone. oui. Mais même nous, enfin, c'est dur, quoi. Mmh. Mais moi, les ados que je vois, il y a des choses qui me font hyper peur. Pas que dans l'épaule, hein, là, pour le coup, en général, Mmh. mais quand je vois, moi, je regarde souvent le temps d'écran avec eux. Oui. Ils peuvent être à 7 heures par jour, alors qu'ils ont pas le droit au téléphone à l'école. Ah Donc oui, ça veut dire 7 heures en plus de l'école. ouais. Il y en Après a qui 18h quoi? Enfin ouais, 17h-18h, ouais, ouais. ou le matin, enfin, Ouais. Waouh. il y en a qui sont plus capables de regarder une série parce que, tout le temps, je regarde mon téléphone en même temps, donc il faut que je remette en arrière et Ah waouh. c'est un vrai souci au niveau de la concentration, moi, pour moi, il y a un vrai problème là-dedans et ça me fait peur, pour quand, j'aurai des enfants. Enfin, en tout Mmh. cas, j'espère qu'il va y avoir un autre encadrement même à plus hautes échelles parce que, c'est Ouais. dur, de se restreindre soi-même. Mmh. C'est tellement accessible. Mais oui, ça, c'est un vrai souci et ça change vraiment les générations, de maintenant, je trouve. Ça fait peur, ouais. Oui, ça fait peur. Tu leur expliques que tu as des petites techniques pour essayer de défocus des écrans parce que enfin, c'est une question aussi pour moi du coup, mais Ouais, pour moi aussi, j'essaye de me l'appliquer. Mmh. Le temps d'écran, c'est Ouais. bien, mais Mmh. eux, c'est leurs parents qui leur mettent leur contrôle. OK. Alors que moi, mon coach, je le connais, donc quand Tu peux j'ai vite l'enlever. dépassé mon temps d'écran. Ouais. Mais ça, c'est pour les enfants, bon, ils ont encore ce côté où ça marche un peu par la punition. Quand t'es adulte, c'est plus dur, ça, je trouve. Mmh. C'est clair. Mais eux, du coup, c'est un peu ça, c'est un bon moyen. Et puis sinon, moi, je leur explique beaucoup de choses pour les devoirs, des petites techniques, de le mettre dans une autre pièce, des choses Ouais. comme ça. Mais le problème, c'est que maintenant, leurs devoirs, ils sont sur leur téléphone. Ouais, mais alors ouais, Donc, c'est des un fois, cercle on est vicieux un en peu fait, dans un ça. cercle vicieux. Ouais, non, j'avoue que le téléphone, c'est un Mmh. vrai sujet et pour lequel il y a, à part ce côté hyper punitif, voilà, ton téléphone, il est éteint ou t'as plus de temps d'écran, pour l'instant, moi, je vois pas trop d'autres choses. Ouais. J'ai pensé, ça me fait penser à je sais pas si tu connais les boîtes pour les bonbons, tu as des codes? Ouais, ça, c'est le même principe, hein. Je pense que ça peut Ouais. être pas On mal. va finir comme ça, quoi. Ouais. OK. Non, on parlait, des différences, hommes-femmes et je voulais venir sur ce sujet, c'est, le syndrome de l'imposteur. Je voulais faire un peu un focus, là-dessus.
Mmh. Alors, il y a deux types de personnes, enfin deux types, tu as plusieurs types de personnes, mais tu as des personnes qui s'en rendent compte et qui, tu vois, qui essayent de travailler dessus. Puis tu as des personnes qui s'en rendent pas compte et en fait, parfois qui vont un peu, on va dire, patiner dans leur vie parce qu'ils n'ont pas travaillé dessus. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça peut venir, quelles sont les origines de ce Ouais. syndrome-là en fonction des personnes? Toi, comment tu le détectes en tant que thérapeute? On va déjà commencer par ça. Après, je te poserai d'autres questions. Et ben non, mais pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est... Bah, on doute tous de plein de choses. Enfin, voilà, c'est normal de douter, c'est même bon signe. Mhm. Mais pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est ce côté où t'es préparé. Tu le sais en plus, que t'es bon dans un truc. Enfin, tu le sais. Non, du coup, tu le sais pas. Mais en tout cas, t'as eu pourtant plusieurs réussites ou des compliments, des choses comme ça. Mhm. Et le syndrome de l'imposteur, il est vraiment là quand, malgré tout ça, les doutes, ils sont encore très, très forts. Ce côté où même, du coup, ça va plus loin que des doutes. C'est même, tu te sens pas légitime de faire quelque chose. Oui. Et les personnes les plus concernées, d'ailleurs, on parlait des différences hommes-femmes, c'est quand même les filles, Oui. je trouve. Ok. Même si il y a aussi beaucoup de garçons, mais ça va avec ce côté un peu perfectionniste qui est parfois plus féminin. C'est genre, c'est jamais assez bien, quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Et puis, toutes tes réussites, moi, là où je le détecte, quand les gens ne le voient pas, c'est ce côté où aucun compliment n'est vraiment accepté. C'est toujours « oui, mais » avec une explication. « Oui, mais là, si j'ai réussi, c'est parce que, je sais pas, si je gagne un match, c'est parce que mon adversaire, elle était un peu blessée. Ok. Ou j'ai eu de la chance. C'est ça, beaucoup ce côté « j'ai eu de la chance ». Et t'as beau leur démontrer un peu par A plus B que non, c'était mérité, et ça peut être quand même... ça se voit que c'est pas intégré, quoi. Ok. Donc tu peux passer des mois et des années, en fait, enfin je dis des mois, c'est sûrement des années d'ailleurs, pour essayer de combattre cette chose-là avec certaines personnes. Globalement, quand on... Déjà, il faut le moment de s'en rendre compte. Oui. Et dès qu'on commence le travail en thérapie, je trouve que ça peut aller assez vite. Mais oui, souvent, c'est quand même... déjà, de toute façon, la base, c'est la confiance en soi. Mhm. Ça peut dater de choses... ça dépend aussi de l'éducation, si t'as eu des parents plutôt valorisants ou pas. Mhm. Et puis, il y a ce côté aussi où à quel point il y a une part qui vient de soi, qui est le côté compétitif. Les gens qui compétitifs, pas forcément dans le sens du sport, mais dans le sens à quel point je me compare aux autres. Mhm. Et après, il y a tous les biais cognitifs qui entrent en jeu. Si j'ai pas confiance en moi, je vais tout le temps me comparer de façon négative aux autres, donc même à des personnes, je sais pas, par exemple, je viens de commencer un nouveau boulot, je vais me comparer à mon N+1, quoi. Ouais, ok. Des choses comme ça. Alors que c'est pas forcément comparable. Non. Il a commencé il y a longtemps, etc. D'ailleurs, quoi. ça, c'est un vrai exercice qu'on fait en thérapie, c'est à qui je me compare, en fait. Ok. Même, par exemple, les gens qui se remettent toujours qui se dénigrent souvent. Mhm. Par exemple, je sais pas, tu commences un nouveau sport, tu te compares à quelqu'un qui en fait depuis 5 ans. Ça n'a pas de sens, en fait. Ouais, c'est clair. Oui, tu commences le tennis, si tu compares à quelqu'un qui en fait depuis qu'il a 8 ans, ça n'a aucun sens. Oui, évidemment que tu vas être moins bon. Ça, c'est Ouais. un fait. Mais est-ce que c'est légitime de se comparer à cette personne ? Pas légitime, c'est pas le bon terme, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas OK, quoi. Ça n'a pas de sens. Ton accompagnement, comment va-t-il se mettre en place par rapport à ce syndrome-là à partir du moment où tu l'as vu ? L'idée, c'est quand même déjà de montrer à la personne qu'elle a ce schéma de pensée-là, ces biais-là. Moi, je travaille beaucoup en parlant des biais cognitifs. D'accord. Je donne souvent des petites listes à mes patientes de tous les biais qui existent, biais de négativité, minimisation de ces réussites, des choses comme ça. Et je leur demande de faire un petit exercice où déjà, ils doivent apprendre à reconnaître les moments où ils le font. D'accord. Après, il y a aussi du coup le travail sur, au début, je me force à voir mes réussites. Et après le travail qu'on fait en thérapie, souvent ils viennent avec un peu cette liste de réussites plus ou moins étalée dans le temps, et on essaye d'en parler sans ce oui mais. Okay. Ça, c'est pas... des fois, voilà, c'est pas intégré. Enfin, c'est pas que c'est pas intégré, mais c'est dur, quoi, de pas le mettre, ce mais. Et là, c'est comme ça qu'on avance après là-dessus. Et après, on essaye aussi de parler de tous ces doutes, d'où ça vient, de comprendre un peu comment ça s'est installé, le fait qu'on se sente jamais assez bon dans un domaine.
Donc ça, c'est souvent un peu plus profond avec des choses. Là, on rentre vraiment dans la thérapie. Souvent, une grosse part liée à l'enfance, à l'éducation, à plein de choses qui ont été vécues même. Ça peut aller jusqu'à certains traumas, des choses comme ça. Est-ce que c'est souvent... parce que j'ai l'impression que c'est souvent lié à l'enfance et à l'éducation. Ça peut venir d'ailleurs? Ouais, ça peut venir Par exemple, d'ailleurs. dans ta vie d'adulte, si tu as eu... Ouais, ok. Ça peut être plein de choses. On parle beaucoup de l'enfance, Ouais, c'est c'est pas souvent que ça. un truc de psychologue, c'est parce que ça nous forge tellement en fait dans notre façon de penser. Et peu importe, c'est pas avoir eu des parents maltraitants ou autre, mais c'est énormément de choses qui se jouent là et qui, quand elles se construisent à cet endroit-là, elles deviennent très ancrées. Donc c'est ça souvent le chemin le plus long, c'est de déconstruire un peu des schémas de pensée de l'enfance. Mais oui, en tant qu'adulte, mais c'est souvent... alors soit c'est un événement traumatisant qui est venu, je sais pas, par exemple, rater de façon, vraiment une présentation hyper importante devant énormément de personnes et complètement la louper, avoir plein de signes qui viennent montrer que c'est raté aussi. Bon, voilà, ça peut être un peu traumatisant. Mais des fois, c'est aussi un cumul d'événements. Et même en tant qu'adulte, il suffit que ce soit une période où on est un peu plus fragile, que t'es, je sais pas, un boss un peu toxique qui vient tout le temps remettre en question, des collègues pas très bienveillants, et que ce soit une période de ta vie où t'as... je sais pas, plein de choses pas top, comme ça arrive parfois. C'est souvent un peu en cumul. Ces périodes-là. Et ça peut suffire à détruire une confiance en soi qui pouvait pourtant être un peu installée. Mais souvent, donc, ce qui est fait plus grand, plus adulte, ça peut aller un peu plus vite à reconstruire. Oui. Ok, c'est moins profond que ce qui est lié ça. C'est moins ancré en tout cas dans la tête. Okay. D'ailleurs, on parle des parents, c'est pas toujours les parents, c'est parfois l'école aussi, je pense. Ouais, l'école, les rencontres. Ouais. Je dis en France, mais désolé, je vais taper sur l'éducation nationale. Non, pas mais du tout, c'est juste le système qui fait comme ça, quoi. Oui, mais c'est très punitif, rien que les notes. Il y a quand même beaucoup de pays qui font plus de notes. Alors moi, j'ai pas... Bon, si, j'ai quand même un avis là-dessus. Je trouve que c'est trop... moi, je trouve les enfants que je vois, les ados, ils se mettent tellement de pression sur les notes, alors qu'une appréciation plus globale, je pense que ça tire autant vers le haut que ce côté très un peu punitif, quoi. Ouais. Il n'y a pas tout qui est à jeter, évidemment, mais en tout cas, c'est un système qui ne... ça correspond pas au plus d'adolescents ou d'enfants, je pense. En fait, c'est ça. Je pense que pour une partie des enfants et des ados, ça doit bien fonctionner quand même. Ouais. Certains se retrouvent là-dedans. Oui. En se disant, je suis puni, ok, donc je vais aller chercher beaucoup mieux à la fois prochaine, et ça fonctionne, et c'est peut-être une manière d'être plus challengé, d'aller chercher quelque chose, et pour d'autres, ça va peut-être faire un effet de massue un peu et les casser, quoi. C'est ça. Ça peut être un système un peu écrasant parfois, parce que, si, imaginons, t'es dans une mauvaise période, t'enchaînes plusieurs mauvaises notes, ta moyenne, elle est quand même pourrie pour tout un trimestre. C'est un côté très anxiogène, quoi. Moi, je trouve. Complètement. Non, je suis d'accord avec toi. Dans le sport, du coup, tu t'accompagnes des pôles sport où il y a ce côté sport-études. Comment dire ? Est-ce que tu vois des personnes, des jeunes qui sont excellents dans le sport, mais terrorisés sur l'aspect scolaire ? Et est-ce que tu fais des transferts, entre le sport et l'école ou les études ? C'est intéressant ta question parce qu'au début, c'était pas forcément comme ça. Maintenant, dans tous les pôles espoirs, que tu gagnes ta vie après ou pas, ils ont une obligation de double projet. Donc, le projet scolaire est autant important que le projet sportif. Okay. Donc, évidemment, des fois, ils vont pas prendre que des élèves excellents, mais quand même, un élève qui aura des difficultés scolaires, ça met aussi en jeu son projet sportif, quoi. Les deux sont, vraiment, c'est le double projet dans tous les pôles. C'est relativement récent. Okay. Et donc après, il y a aussi des élèves qui sont en difficulté. Mais oui, c'est un vrai sujet. Quelqu'un qui peut être très bon dans son sport et par contre à l'école où c'est très difficile, moi j'en vois plein où c'est comme ça. Et comme il y a ce côté où l'école est aussi très importante, oui, ça rajoute de la pression. De toute façon, c'est quand même les sportifs, les jeunes sportifs de haut niveau. Il y a cette pression qui est quand même constante. Ouais. Non, mais j'imagine, c'est sûr. Et pour revenir au syndrome de l'imposteur,
Bon, évidemment, si on le ressent, on va aller travailler avec quelqu'un et un professionnel. Mais est-ce que tu vois, il y a déjà des choses au quotidien qu'on peut mettre en place pour essayer de travailler là-dessus? Bah là, ce que je disais donc sur les biais cognitifs, ça c'est Ouais. quelque chose, bah bon, ça peut être bien de commencer avec une psy, mais on peut les détecter. Il y a plein de livres sur ça, d'articles, et c'est hyper intéressant et c'est pas très dur enfin, c'est dur à repérer sur l'instant, mais dans l'idée, c'est pas très dur à comprendre. Ok. Le fait de toujours minimiser ses réussites ou de surgénéraliser. Par exemple, tout s'est bien passé, j'ai fait un petit truc pas bien, et ben je vais retenir que ce petit truc pas bien. Ça, je pense que, enfin voilà, c'est des choses qui parlent à beaucoup de monde. Ouais. Et enfin voilà, ça déjà, ça peut être intéressant. Le côté où je fixe je liste mes réussites, où vraiment j'essaye de m'en rappeler sans prendre en compte forcément tout le contexte. Juste là, j'ai bien fait ça. Peu importe ce oui mais accepter qu'on l'a bien fait, accepter aussi les erreurs, parce que souvent, les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est que on s'autorise pas d'erreurs, Mhm. alors que c'est humain et qu'on en fait tous, et qu'en fait, l'idée, c'est peut-être plus de s'intéresser aux conséquences de cette erreur. Et très souvent, celle sur laquelle on va fixer des heures, finalement, elle n'avait pas tant d'impact que ça. Ouais. Je vois. Et puis, après, je trouve que moi, le but, en fait, de travailler ce syndrome de l'imposteur, c'est ensuite d'apprendre à se fixer des objectifs qui soient plus réalistes. Mm. Parce que très souvent, c'est ça aussi, le syndrome de l'imposteur. Comme je disais, on se compare pas aux bonnes personnes. Mais du coup, là, je reprends ton exemple de quelqu'un qui se met au tennis. Si je me fixe d'atteindre un classement... je sais pas si ça va parler aux personnes, mais je me dis, je vais être 15-5, alors que tu viens de commencer, non, c'est peut-être pas réaliste, on va peut-être y aller plus par palier, des choses comme ça. Ouais, c'est intéressant. Pour aller un peu à l'encontre de ce que tu dis sur le syndrome de l'imposteur, est-ce que finalement, c'est aussi pas un moyen de progresser et tu sais, chercher toujours plus? Alors, il y a le côté négatif où en fait, t'es jamais satisfait et tu seras jamais heureux au final. Mm. Mais est-ce que finalement, c'est pour certaines personnes, c'est pas aussi un moyen d'aller, tu vois, se pousser, quoi? C'est marrant que tu dis ça, parce que ça, c'est vraiment une croyance de sportifs de haut niveau. Ok. Qui, justement, moi, quand je leur fais travailler ça, le fait de lâcher ce perfectionnisme, ils me disent, mais moi, j'ai pas envie, en fait. Ok. Avec ce sentiment de, si je fais pas ça, j'avance plus. Voilà, c'est ça. Alors que ça, c'est vraiment une croyance. Ok. C'est vraiment une croyance, parce que surtout, ce côté où on veut toujours plus, comme tu l'as très bien dit, on n'est jamais satisfait. Mhm. Et ça, pour le cerveau, c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant. Et donc, en fait, pour moi, le rapport bénéfice-risque, non. Dans le temps, c'est pas durable. Hyper intéressant. Ouais, et puis en plus, pour moi, on est du côté de la croyance. C'est pas vrai. Si tu as ce côté où déjà tu es très perfectionniste, si tu le lâches un peu, tu vas pas te dire, oh c'est bon, je suis le meilleur, j'ai plus besoin de bosser. Il y en a qui ont un peu l'impression, cette vision très binaire, voilà. Ouais. Oui, tu finis un peu comme le hamster dans la roue au final. Oui, c'est ça. Ouais. Tu parlais de croyances, c'est quoi les croyances limitantes que tu vois, les croyances limitantes les plus fréquentes dans ton activité? C'est fréquent. C'est une bonne question, je voulais dire. Les croyances limitantes, moi, ça, je les travaille beaucoup avec mes patients. Ouais, c'est souvent autour de la légitimité. Ok. Avec... dans le sport, ça va beaucoup être... j'y arriverai pas, je suis pas capable, des choses comme ça. Et... dans la vie de tous les jours, j'en vois aussi beaucoup autour des relations sociales. Ok. Lesquelles, par exemple? Je suis pas intéressante. Ah, ça, c'est fou, ça. Ça, c'est très fréquent. Je suis pas intéressante, ça, on te le dit, ça? Ça, ouais, il y en a beaucoup qui disent, de toute façon, moi, j'ai rien à dire aux gens. Je suis pas quelqu'un d'intéressant. J'ai pas de passion, ce genre de choses. Ah, waouh, ok. Ça, je trouve que moi, les croyances, c'est vraiment un truc que je travaille beaucoup en thérapie, où déjà, je donne aux patients celles que je repère. Après, eux aussi, celles qu'ils repèrent sur eux. Et après, le but, c'est... on les travaille un peu une par une, mais c'est tout le monde en a. Ça se crée, comme on discutait tout à l'heure, pendant l'enfance, avec les rencontres, avec des traumatismes, des choses comme ça. Ouais. Mais... non, dans le sport plus spécifiquement, je réfléchis à ce que je...
Non, c'était même, tu sais, même, Ouais, comme de tu l'as dit, façon dans les globale, relations, hein. ouais, dans les relations sociales, j'avais jamais entendu, j'avais jamais entendu, j'imagine que ça existe, mais je suis pas intéressante, j'ai rien à dire. C'est quoi? C'est encore une comparaison, ça, par rapport à d'autres personnes? Ouais, c'est C'est ça. ça? Ouais. C'est ce côté pression sociale, Mhm. pression du groupe, et puis ce côté, voilà, où là, on est sur des gros manques de confiance avec comment, enfin, où il y a un peu des difficultés à se positionner par rapport aux autres, quoi. Ouais, ok. Ça me fait penser, toi, tu vois l'impact, bon, on parlait du téléphone, mais des réseaux sociaux sur, justement, dans tes accompagnements, tu vois que, on va prendre Instagram, on va tirer dessus, mais Mm, mm. tu vois l'impact d'Instagram sur son estime de soi, sur sa confiance, etc. Ben, un peu moins maintenant qu'on est obligé de mettre quand les photos sont retouchées, des choses comme ça. Ok. Mais si, quand même, moi je trouve que c'est hyper toxique et j'espère que ça va être encadré. Je dis ça alors que je les utilise, hein, Mais moi aussi, hein, bien sûr. mais, Ouais, ouais, bien sûr. mais je trouve que bah oui, ce côté, la vie des autres est toujours mieux que la mienne. Mm. Ouais, non, je trouve que c'est hyper mauvais. Je vois un vrai impact là-dessus. Et même, justement, sur les croyances limitantes, de toute façon, c'est l'algorithme des réseaux qui Oui. te montre, je sais pas, voilà, si tu regardes que des vidéos de chiens, tu vas avoir plein de vidéos de chiens trop mignons. Mais à l'inverse, moi, j'ai des patients, par exemple, qui sont très engagés dans le féminisme Mhm. et donc qui vont voir que des vidéos en lien avec ça, mais qui, du coup, je trouve que ça peut un peu parfois aussi attiser un peu des choses Ouais. avec après, du coup, un peu une haine des hommes Oui. à force de voir que des témoignages qui vont dans ce sens-là. Et du coup, ça, c'est difficile à déconstruire après parce que oui, il y a une part de vérité là-dedans, mais en même temps, si tu vois que ça, Mm. tu renforces aussi tous tes biais et toutes tes croyances, toutes tes croyances. C'est des tunnels, c'est clair. Et au Donc, final, ta vision globale, ça m'énuise à cause de ouais, ça. Ouais, ouais. complètement. C'est ce que fait Elon Musk avec X, hein. Il est en train de créer une pensée C'est dans un ça. réseau. Ouais. Et c'est marrant que tu parles justement de la comparaison sur les réseaux sociaux parce que j'ai fait un épisode avec Maxime Lopez, qui est lyonnais d'ailleurs, Mhm. et qui a un podcast et une page sur le running. Ouais, Lui-même, tu vois, fait 2h12 au marathon et il est quasiment athlète joli. olympique. Mm. Et lui-même me disait, mais tu vois, le problème des réseaux sociaux, et notamment Instagram, c'est qu'ils vont te montrer que des personnes qui vont faire moins de 3 heures, qui s'entraînent 5 fois par semaine et qui ont des performances de dingue. Et tu n'es que dans des tunnels là-dedans, et donc tu vas normaliser ces Ah, mais performances-là. complètement. Mais il disait surtout, en fait, moi je publie tout ce que je fais, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire ça, en fait. Tu peux très bien faire une fois par semaine 30 minutes, c'est très bien, Mais quoi. c'est ça. Et puis, il y a ce côté où les réseaux sociaux, moi, je repense à quand j'étais petite, on connaissait pas la vie des stars, Ouais, entre guillemets. exact. Donc là, en fait, tu peux carrément t'identifier à ces personnalités, alors qu'en fait, je sais pas, mais moi, j'ai des patients, voilà, qui vont se mettre une pression de dingue pour faire, tel score à la course à pied. Bon, la course à pied, c'est un bon exemple parce que c'est quand même hyper tendance. Mhm. Et alors qu'en fait, t'es pas sportif de haut niveau. Toi, tu bosses, tu finis à 19h le soir. Eux, ils vont courir le matin. Après, ils ont kiné. Après, ils ont sieste. Après, ils ont cryothérapie. Mhm. Et tu te compares à eux. Exact. Ça n'a pas de sens, en Il y a un fait. athlète qui a dit ça. Il a dit, mais moi, mon seul truc dans la vie, c'est de faire ça, quoi. Donc arrêtez de vous comparer à moi, en fait. Ouais, et pourtant, tout le monde le fait parce qu'en Ouais. plus, il y a ce côté où du coup, tu te sens proche un peu des gens. Enfin, quand ils parlent de communauté sur Oui. les réseaux, je trouve que c'est vraiment ça. Tu peux t'identifier à toutes ces personnes alors qu'en fait, t'as pas du tout la même vie qu'eux, quoi. Ouais, complètement. Mais alors, je sais pas si t'es sur LinkedIn, toi. Si. Si, ouais. Alors, sur LinkedIn, dans l'entrepreneuriat, t'as exactement la même chose. Mhm. C'est que tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu vas te comparer à toutes les personnes qui vont poster là-dessus. Et du coup, t'as l'impression que toi, t'avances jamais, que mais t'es c'est pas assez ça. intelligent, que, tu vois, c'est terrible. Moi, je trouve que les réseaux, même maintenant, en plus en ce moment, il y a plein d'articles sur ça. Moi, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça me fait rire quand même. Sur Strava. Ouais. Ouais. Strava, qui au début, c'était juste, t'aimais bien parce que ça, au moins, t'avais un petit récap de tes courses et tu voyais ta progression. Aujourd'hui, t'as ce truc où tu peux ne pas publier ta course, où t'as fait un score pourri. Ouais. Et tu te compares beaucoup plus aux autres, quoi. C'est devenu un vrai truc de comparaison. Complètement, ouais. Mais il y a des personnes qui payent d'autres personnes pour courir à leur place. Oui, Je sais j'ai pas si t'as vu vu ça. ça. Non, mais moi, ça me fait trop rire C'est parce fou, que ça. c'est vraiment devenu Ouais. un truc. J'aurais jamais imaginé que Strava devienne un vrai réseau, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Et donc, maintenant, en fait, on est envahi par ça. Moi, je me dis, quand même, que même Strava, un truc quand même, du coup, voilà, tu vises une petite partie de la population, les runners, quoi. Mm, mm.
Et non, même ça, c'est devenu un outil de comparaison. Donc oui, il y a un truc hyper... Enfin, moi, je trouve ça terrible, les réseaux. Et voilà, je dis ça alors que je les utilise. Mais Ouais, pareil. Et je poste en plus, mais ouais. Enfin, j'espère qu'il va y avoir des changements là-dessus et un peu encadré par, je sais pas, des trucs politiques ou des trucs un peu plus hauts parce qu'on a tellement pris l'habitude que c'est dur de s'en éloigner. Ouais, complètement. Bah, c'est une partie intégrante de notre vie, c'est clair. Bah ouais. Je suis allé sur ton site, Camille, et j'ai vu un terme que je ne connaissais absolument pas. Alors, c'est un acronyme, j'imagine, EMDR. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, je le dirai pas en anglais parce que j'ai pas envie de... dis-nous le concept. De me taper la honte. Mais en gros, en français, ça veut dire désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Ok, donc, d'accord. En fait, c'est une thérapie qui est basée sur les mouvements oculaires. Waouh. Comme ça. Tac, tac. Okay. C'est en gros les mouvements que font nos yeux quand on dort. Quand on a les yeux fermés, on bouge tout le temps, c'est ça ? Ouais, okay. De droite à gauche. Et du coup, en fait, ça, c'est une thérapie qu'on fait pour travailler sur les traumatismes. C'est vraiment spécifique au trauma. Okay. Ça peut être petit ou gros trauma ou plus ou moins éloigné dans le temps. Et les troubles, du coup, émotionnels qu'il y a derrière. Et en fait, ça vise à retraiter cette information en se basant sur les mouvements oculaires. En fait, pour être un peu plus clair, la nuit, tu connais le dessin animé Vice Versa ? Oui, je l'ai pas encore vu, mais je vois. Ah, tu l'as pas vu ? Il faut que je le voie. Il faut que tu le vois, il est trop bien. Et surtout qu'il y a plein de trucs qui sont hyper vrais là-dedans, qui sont, la nuit, on voit dans sa tête, il y a tous les souvenirs avec la joie, la tristesse, c'est très lié aux émotions. Certains vont dans la mémoire à long terme, d'autres mémoires à court terme, d'autres sont plus ou moins éliminés. On n'élimine jamais totalement nos souvenirs, mais voilà. Et en gros, quand on a un traumatisme, ce retraitement qu'on fait la nuit se fait pas. Comme si le souvenir, de façon imagée, était bloqué. Et c'est pour ça que, je sais pas, quelqu'un qui vit un traumatisme, par exemple, un accident de voiture, chaque fois qu'il va rentrer dans une voiture, par exemple, il va ressentir des émotions aussi fortes qu'au moment de l'accident de voiture. Ça montre vraiment que le souvenir est bloqué. Ce truc où t'as plus le recul pour te dire, mais non, c'est fini. Là, c'est plus le même moment. T'as les émotions aussi fortes. Donc, en fait, avec le MDR, tu te bases sur ce souvenir traumatisant et tu fais ce travail. Donc, on prépare tout ça en amont avec... le but, en fait, c'est du coup... On retraite le souvenir avec les mouvements oculaires et on l'associe à une croyance très précise. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'accident de voiture, je revis ce traumatisme dans l'endroit sécurisant du cabinet de mon thérapeute, etc. Et je l'associe à la pensée c'est fini, je suis en sécurité maintenant. Des choses comme ça. Donc, on le retraite de cette façon. Et via le mouvement des yeux, mais... Donc toi, tu guides la personne en même temps que tu lui fais revivre le moment ? C'est ça. Ok. On part d'une image, l'image la plus traumatisante. L'idée, c'est pas une séance très sympa parce que moi, très souvent, mes patients préfèrent fermer les yeux. Donc, je fais des tapotements sur les genoux. D'accord. Et ils doivent se remettre vraiment dans le moment avec les sensations, les émotions négatives, etc. Et petit à petit, en fait, on le fait jusqu'à ce que ces émotions diminuent. Mais quel est le rapport avec les yeux ? Comment ça fonctionne si tu arrives à nous le vulgariser ? Parce que c'est pendant la nuit que tu retraites ces informations normalement. Et c'est grâce aux yeux, le mouvement des yeux. Je sais pas exactement. Là, je préfère pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est pour te remettre dans ces conditions de je traite le traumatisme. Wow, je traite l'information même de façon plus globale. Trauma ou pas trauma. Hyper intéressant. Et ça, c'est donc tu t'es formée en plus là-dessus, j'imagine. Ouais. Ça, je me suis formée. Oui, tout à l'heure, je crois que je t'ai mal répondu à ta question sur ma formation en prépa mentale. Ça, du coup, comme j'ai fait tous mes stages dans le sport, je me suis formée pendant mes études. Là, j'aimerais bien faire d'autres choses maintenant en plus, mais voilà, que j'ai pas encore faites. Plus spécifique, ouais. Plus spécifique, c'est ça. Et pour le MDR, ça, je me suis formée après. D'accord. Parce que j'avais beaucoup de demandes là-dedans. Moi, j'en avais fait à titre perso et j'ai trouvé que ça avait super bien marché. Ok. Et franchement, j'ai des super résultats sur... Mais c'est pas très connu, non ? Moi, j'avais l'impression que si, mais je suis biaisée parce que du coup, je suis dans mon domaine. Si, quand même, on en parle pas mal. D'accord. Mais on parle plus de l'hypnose
Alors que le MDR, c'est quand même moins invasif. T'es pas du tout dans un état Ouais. second. Même, moi, je préviens mes patients, vous allez sortir de la séance en vous disant, bon, Ok, on va ouais. voir ce que ça fait, quoi. C'est D'accord. pas, c'est pas autant invasif, on va dire. T'as des retours comme ça alors, évidemment, sans citer juste des cas qu'on comprenne sur, tu vois, sur quoi ça pourrait fonctionner. Je sais pas, des personnes qui avaient peur de l'avion. Et c'est marrant que tu dis ça, Ouais. c'est exactement l'exemple que Ok, j'avais donné. d'accord. Parce que, typiquement, là, une patiente que j'ai eue récemment, un vol en avion qui s'est mal passé. Elle adore voyager, donc hyper. Le but en fait de traiter ces traumas, c'est quand ça a un impact sur notre vie de tous les jours. Elle, il y a des fois où elle prenait pas de billet d'avion parce que parce qu'elle avait trop peur. Elle se disait oula, non mais là il y a un changement, nanana. Bref, donc ça limite sa vie. Et on a fait du coup une séance de MDR parce qu'elle partait en voyage. Et donc en se basant sur ce vol qui s'était mal passé, ça c'était notre image de départ. Et en fait, après, elle avait un vol de 9 heures et elle s'est sentie. Elle a eu des petits moments, des petites sensations. Hein, c'est pas magique non plus, Bien sûr. mais en tout cas, pas d'angoisse majeure. Et au retour, du coup, parce qu'en plus, après, du coup, on fait l'expérience que ça se passe bien. Oui. Donc le cerveau apprend que non, en fait, c'est OK. Et donc son vol retour, pareil, qui était très long aussi, hyper bien passé. Trop bien. Donc elle a ancré ce nouveau souvenir C'est ça. du fait que ça se passe bien, quoi. Ouais. C'est forcément lié à un moment très précis alors, puisque tu fais revivre la scène, par exemple. Tu vois, moi j'ai la peur du vide, Mhm. mais j'ai pas de moment On traumatisant. peut se baser juste sur les sensations aussi. D'accord, Mais ok. normalement, la base de la théorie sur le MDR, c'est tu pars de l'instant traumatisant. Mais elle, cette patiente-là, par exemple, elle avait du mal à revoir des images. Donc, on s'était basé sur les sensations des turbulences, en gros, parce qu'il y avait eu beaucoup de turbulences. Et donc, on se basait sur ça. Ok. Mais ouais, j'ai eu un autre patient aussi où lui, il s'était fait agresser dans la rue. Donc là, il y avait vraiment l'image de l'agression. Mais ça peut vraiment être sur beaucoup, beaucoup de sujets, hein, le MDR. Ok. Et dans le sport, donc des personnes, par exemple à l'Olympique Lyonnais, des personnes qui ont, je prends un exemple tout simple, ils ont raté un penalty important en finale. Ça, tu peux le travailler aussi. En c'est pas fait, traumatisant en c'est soi. pas Enfin, traumatisant, ouais. c'est ça. Le traumatisme, c'est vraiment ce truc où quand tu repenses à la scène, en gros, t'as les mêmes sensations qu'à l'instant où c'est arrivé. Oui, d'accord. Toi, tu vois, pour la peur du vide, c'est plus une phobie. Donc là, c'est plus traité comme une phobie. C'est un peu différent. Enfin, le MDR serait pas forcément adapté, je pense. Ok, oui, je vois la différence. C'est vraiment un traumatisme. Ouais, c'est vraiment tout ce qui est stress post-traumatique, même, tu vois, par exemple, même pour des gens qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, on peut l'utiliser en se basant sur des souvenirs qui sont encore, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui insulte, ou c'est encore vécu comme hyper fort, quoi. Est-ce qu'il y a, on avance vite dans l'épisode, est-ce qu'il y avait des sujets, tu vois, liés aux blocages mentaux, aux croyances limitantes que, tu vois, que j'aurais pas abordé, en tout cas un angle qui toi te paraît pertinent à avancer ensemble? Moi, je trouve que dans le sport, dans tous ces freins qu'on peut avoir au niveau mental, c'est quand même beaucoup une histoire de confiance. Et du coup, aussi d'apprendre à gérer la pression. Ouais. Aussi la prise de recul, en fait. Moi, je trouve que dans le sport, on demande énormément à des ados qui en fait n'ont pas forcément ce recul. C'est plus facile à 30 ans de dire oui, quand je fais ça, ça va pas avoir un impact hyper fort, des choses comme ça. Oui, la vie s'arrête pas, quoi. Ouais. Eux, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et donc, je trouve que ça, c'est des vrais sujets. Le fait de prendre un peu de distance sur les choses, ça va aussi, donc avec ce qu'on disait tout à l'heure, avoir d'autres centres d'intérêt. C'est plus facile de rebondir si tu as d'autres points d'accroche. Complètement. Tu travailles avec justement les entraîneurs à ce sujet? Parce qu'il y a toujours ce truc où sur le côté sportif, il faut faire toujours plus. Mais est-ce que les coachs ou les entraîneurs sont
en relation avec toi pour essayer, tu vois, de mettre en place des choses? Je suis en relation avec les entraîneurs. C'est d'ailleurs ma seule partie dans mon métier où je suis un peu en équipe. Je travaille même avec le staff, avec les médecins, les kinés. Enfin, voilà, ça, on essaye d'avoir du lien, mais concrètement, on manque de temps. Ok. Pour faire un truc un peu plus poussé. Après, moi, dans le sport, je travaille avec d'autres personnes et ils font quelque chose de très intéressant où ils forment les entraîneurs à ça. Donc ça, c'est plutôt très chouette. C'est pas moi qui m'en occupe, mais eux, ils le font. Donc ça se développe de plus en plus. Mais dans la réalité, moi, les entraîneurs, j'essaye de beaucoup communiquer avec eux. Mais en fait, les ados, entre déjà l'école, les entraînements, les matchs le week-end, voir un peu sa famille, avoir un petit peu de vie sociale quand même avec les copains, c'est des fois, déjà, moi, je trouve ça chouette qu'on fasse des introductions au moins à tout ça, à la prépa mentale, etc., de façon un peu fixée dans le temps, dans l'année. Mais le travailler en fond, pour l'instant, c'est difficile de prendre ce temps-là, quoi. Ouais, carrément. C'est clair, hein, c'est déjà tellement intense. Ouais. Tiens, sur ton site aussi, j'avais vu que tu fais partie que tu as créé un laboratoire qui s'appelle Culture Perf. Non, c'est pas moi qui l'ai créé. Ok, d'accord, tu l'as rejoint. Tu peux nous en parler ? J'ai rejoint, ouais. C'est avec Émilie Chamagne, la psychologue avec qui j'ai fait mes stages de fin d'année. Ok. Elle a monté ça avec un préparateur mental qui s'appelle Nicolas Genin. Et donc, c'est en fait, avec Culture Perf, on essaye de développer des projets autour de la santé mentale des sportifs. Donc, il y a maintenant dans l'équipe 2 préparateurs mentaux et on est 3 psychologues du sport. Okay. Et là, c'est plus des activités plus larges. Émilie, elle a travaillé aux Jeux Olympiques, des choses comme ça. Okay. C'est que pour les professionnels ? Dans les activités du coup que vous mettez en place, c'est là c'est plus pour le très haut niveau, ouais. Ah ouais, ok. Mais après l'idée c'est d'élargir aussi, de toute façon. Là c'est quand même vraiment en pleine expansion, la psychologie du sport. C'est clair. Moi j'avais peur que ça baisse un peu après les JO et pas du tout en fait. Au contraire. Au contraire, ouais. On en prend beaucoup plus compte qu'avant, quoi. Trop bien. On arrive à la fin de l'épisode, Camille. Tiens, pour terminer l'épisode, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, que ce soit dans ton métier, des sportifs ou autres ? C'est une bonne question. Moi, j'admire les sportifs vraiment qui ont commencé à parler de santé mentale. Je pense à Naomi Osaka dans le tennis, Camille Lacour en natation, parce que eux, ils viennent quand même. Je trouve pour moi, c'est vraiment les précurseurs. Avant, on partait du principe, t'es sportif, le sport, ça fait du bien à la tête, donc tu vas bien. Ouais. Alors qu'on éliminait quand même beaucoup de choses du contexte. Et je trouve que c'est grâce à eux que ça se développe. Donc ça, c'est vraiment des personnalités que j'admire. Et puis moi, de façon... après, plus large, j'admire beaucoup de choses chez les sportifs de très haut niveau. Au niveau du mental, justement, je sais que c'est déjà fait, qu'il y a plein d'études sur ça, mais qu'est-ce qui fait que tu passes ce gap de sportif à champion ? Je trouve qu'il y a des gens où il se passe des choses dans leur tête qui sont assez impressionnantes, quoi. C'est quoi ? Il y a quand même des traits communs, des mécanismes un peu communs entre ces champions que tu vois qui ressortent ? Je trouve. Il y en a qui ont une capacité, justement, cette prise de recul dont on parlait. Il y en a qui l'ont de façon très naturelle, alors que pour beaucoup, on se laisse envahir par tout ça. Ouais. Et il y en a même très jeunes qui arrivent à avoir cette distance ou ce côté, non, je prends les choses un peu comme elles viennent. Et avoir cet esprit léger, pour moi, c'est un vrai plus. C'est pour ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le perfectionnisme. Non, le fait de tout le temps se demander plus, c'est pas ça qui marche. C'est justement de faire un pas de recul et d'arriver à se dire, en fait, quoi qu'il arrive, ça ira, quoi. On peut terminer là-dessus, je pense. C'est beau. Merci Camille. Et merci à toi, Kevin. Trop cool pour l'échange, merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.